Bonjour à tous, merci d'écouter Europe 1 Info et d'être au rendez-vous. On est ensemble jusqu'à 14h pour de l'info et du débat avec les chroniqueurs Europe 1. Tout d'abord, bien sûr, le grand journal de la mi-journée. En ce lundi 13 juillet, nous serons en direct d'Arbonne-la-Forêt, près de Fontainebleau, où les flammes ravagent le bois depuis hier. Un feu d'une ampleur exceptionnelle qui serait d'origine criminelle, selon les mots du ministre de l'Intérieur. Des avions bombardiers d'eau ont été envoyés sur place. C'est une première en Île-de-France. Dans 2 jours, les députés voteront solennellement pour la création d'un droit à l'aide à mourir. Souhaitez-vous, comme le demande Gérard Larcher, le président du Sénat, une suspension du texte sur la fin de vie? C'est la question Europe 1 du jour. Vous pouvez voter et donner votre avis sur le site et l'appli Europe 1. Pour l'instant, c'est le oui qui l'emporte. À la veille du 14 juillet, les militaires se préparent à défiler sur les Champs-Élysées. Europe 1 a pu suivre les répétitions du ballet aérien où tout se joue à la seconde près. Enfin, les Bleus affrontent l'Espagne demain en demi-finale du mondial de foot. Des Bleus qui font l'admiration de tous et même des journaux étrangers. La tendance météo. Bonjour Marilyn Hérault. Bonjour Clélie Mathias. Et en ce lundi, le temps est similaire à hier. Oui Clélie, toujours très chaud, quelques passages nuageux à l'ouest. On passe tout de même partout sous les 40 degrés. Tout le détail après le journal. Europe 1. Des flammes à 1 heure de Paris, 800 hectares brûlés, 500 pompiers sur place. Depuis hier, un incendie ravage la forêt de Fontainebleau. Du jamais vu si près de la capitale. Alexis Bourdon, bonjour, vous êtes à Arbonne-la-Forêt, à quelques centaines de mètres du feu. Et les habitants, bien sûr, on le comprend, sont très inquiets. Oui, depuis près de 24 heures, c'est un défilé incessant de camions de pompiers, mais aussi de gendarmes. Et forcément, pour beaucoup d'habitants, la nuit a été très courte. C'est très stressant. La fumée qu'on a eue hier soir, c'était un peu la panique, on va dire, avec les enfants surtout. Et le fait de voir autant de pompiers et tout, c'est vrai qu'on n'a jamais vu ça. Mais ouais, on n'a pas dormi de la nuit, parce qu'on ne savait pas comment ça allait se propager la nuit. On nous a rappelé hier vers minuit et demi, quelque chose comme ça, pour nous dire de nous préparer. On pouvait être appelé même en pleine nuit ou n'importe quand. Préparer un sac avec quelques affaires d'urgence, les papiers essentiels, et puis voilà. Nos sacs sont prêts, ils sont dans la voiture au cas où on doit évacuer. Dans cette commune d'Arbonne-la-Forêt, pas d'évacuation pour le moment. Certains voisins me confiaient que la présence des secours sur place était rassurante. Un dispositif au sol, mais aussi aérien, des moyens inédits mis en place, détaillés par Laurent Nunez lors de sa venue ce matin au PC Sécurité, installé à quelques centaines de mètres du brasier. Nous avons ici 500 sapeurs-pompiers qui sont mobilisés. Hier, il y avait 2 avions Dash et 2 hélicoptères bombardiers d'eau. Aujourd'hui, nous sommes sur 2 Canadair, 2 Dash, qui sont des avions qui projettent des produits retardants. Et puis nous allons avoir 3 hélicoptères bombardiers d'eau qui sont déjà là d'ailleurs et qui sont à l'ouvrage. Le ministre de l'Intérieur qui a également rappelé que cet incendie pouvait être d'origine intentionnelle. Une dizaine de points de départ de feu ont été relevés dans un périmètre de 1000 mètres. Merci beaucoup Alexis Bourdon qui est en direct donc sur place pour Europe 1. Emmanuel Macron de son côté a lui aussi réagi. Il affirme via un message sur le réseau social X que tous les moyens sont mobilisés pour lutter contre cet incendie d'une ampleur exceptionnelle. Écoutez également les précisions du maire de Fontainebleau, Julien Gondard, à propos des habitants aux alentours évacués dans la nuit. La forêt est fragile avec la période de canicule, avec l'hygrométrie qui est très faible et puis les vents qui se sont levés. La forêt est dans une situation critique et ça faisait plusieurs jours qu'avec les pompiers, il y avait déjà eu des interventions pour intervenir sur des départs de feu, mais là on est vraiment sur un feu d'une ampleur inédite. L'idée c'est de parer à l'urgence, d'accompagner les populations qui sont déplacées. On a quand même évacué des villages en lisière de Fontainebleau. Et aujourd'hui, ils sont en sécurité, soit hébergés par des amis, des familles, soit accueillis dans des salles des fêtes ou des gymnases aux alentours de la forêt, aux alentours de leur village. Aujourd'hui, les habitants sont en sécurité. Et en France, depuis le début de l'année, ce sont 32 000 hectares qui ont déjà été parcourus par les flammes, selon le bilan annoncé ce matin par le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Alors, entre canicule et incendie, face à la succession des crises, l'exécutif multiplie les réunions d'urgence. Mais cette gestion au jour le jour suffit-elle encore? Réponse avec Arthur Delaborde. Le thermomètre grimpe, les réunions aussi. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a présidé 13 cellules interministérielles de crise en seulement 2 mois. À chaque nouvel épisode de chaleur, le même scénario, réunion d'urgence, déplacement de ministres, annonces gouvernementales. L'État s'organise, mais il donne aussi le sentiment de courir derrière les crises. Pendant ce temps, les feux démarrent plus tôt et deviennent plus difficiles à maîtriser. Une critique revient, l'État répond à l'urgence plus qu'il ne l'anticipe. Sur le terrain, les pompiers tiennent la ligne, leurs moyens, eux, restent comptés.
Les feux gagnent désormais des territoires jusque-là moins exposés. 12 Canadair opérationnels seulement, une flotte vieillissante dont plusieurs appareils sont régulièrement immobilisés pour maintenance. Les premiers appareils neufs n'arriveront pas avant 2028. En attendant, la France doit louer des avions et des hélicoptères supplémentaires chaque été, avec l'appui si nécessaire de ses partenaires européens. À mesure que les crises deviennent la norme, une question s'impose. L'État est-il encore organisé pour les anticiper ou seulement pour en gérer les conséquences? Un tour de la bord du service politique d'Europe 1. 13h, 14h, Europe Info avec Clélie Mathias. Et suite du journal, avec cette ouverture d'enquête par le parquet national antiterroriste. Oui, après la découverte d'armes retrouvées dans un véhicule garé à proximité d'une synagogue à Sarcelles, dans le Val d'Oise. Europe 1 vous le révélait dès hier matin. 300 personnes ont été évacuées. William Molinier, les policiers de la DGSI ont donc déjoué un attentat. Il est 21h30 samedi soir quand un véhicule suspect est signalé par la DGSI à Sarcelles. Une Toyota qui pourrait être impliquée dans une possible attaque terroriste visant une synagogue de la ville. Une surveillance est mise en place. Rapidement, les policiers découvrent la voiture stationnée, vide de tout occupant. Dans le coffre, 2 armes, dont une arme de guerre, un fusil mitrailleur de type Kalachnikov, approvisionné de 7 cartouches, et une arme de poing, un pistolet Beretta avec son chargeur de 10 munitions. 300 personnes sont évacuées d'un cinéma à proximité ainsi que de plusieurs restaurants aux alentours. Les enquêteurs s'interrogent à quel degré de préparation en était ce projet d'attentat. Le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Les investigations sont confiées à la DGSI ainsi qu'à la sous-direction antiterroriste de la police judiciaire. William Molinier du service police-justice d'Europe 1. Politique, la France devrait rejoindre mercredi les pays qui garantissent un droit à l'aide à mourir. Avec un vote solennel à l'Assemblée nationale, après 3 rejets au Sénat, le gouvernement a donné le dernier mot aux députés qui devraient donc une nouvelle fois se prononcer pour la création d'un droit à l'aide à mourir ce 15 juillet. Alors, que contient exactement ce texte définitif? Élément de réponse avec Laura Legault. Eh bien, il y a toujours 5 critères cumulatifs pour être éligible à l'aide à mourir. Être majeur, français ou résident en France, atteint d'une affection grave et incurable en phase avancée qui engage le pronostic vital, en souffrir et être apte à exprimer une volonté libre et éclairée. La version finale du texte prévoit que le patient s'auto-administre la substance létale. En cas d'incapacité totale, le médecin ou l'infirmière devront s'en charger, mais une clause de conscience est instituée pour les professionnels de santé. Pour les opposants, ce texte est trop permissif, des critères flous, des délais trop courts et une procédure pas assez encadrée, selon Magali Janteur, médecin et cofondatrice du collectif Les Éligibles et leurs aidants. Il y a aussi ce problème de la toute-puissance du médecin qui va devoir évaluer la demande sans autre contrôle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de commission a priori qui pourrait vérifier, par exemple, s'il n'y a pas une incitation par autrui, un proche qui soit fatigué ou qui ait des vues sur un héritage. Le délit d'incitation qui aurait permis de condamner pénalement les personnes tentant de forcer les plus vulnérables à recourir à l'aide à mourir a été finalement supprimé du texte par les parlementaires. Demain, 14 juillet, 10 ans après l'attentat de Nice. Un acte terroriste qui a touché de nombreux enfants. 15 mineurs sont décédés dans l'attaque au camion sur les 86 victimes. Et beaucoup d'enfants et adolescents ont été touchés dans leur chair, traumatisés psychologiquement. 10 ans après, les cicatrices restent profondes. Reportage du correspondant européen à Nice, Frédéric Michel. Lucie avait 14 ans ce soir du 14 juillet avec sa maman. Elle remonte la promenade quand le camion fauche tout sur son passage. Les 2 femmes ne sont pas blessées, mais 2 ans après, Lucie s'effondre et accepte pour la première fois de voir un psychologue à l'Enval, l'hôpital pour enfants de Nice. C'est une grosse partie de ma reconstruction. J'y allais 1 à 2 fois par semaine au début, suivie par une seule psychologue qui me suit encore aujourd'hui. On a fait un travail incroyable avec elle. Elle m'a bien réparée. Quand Lucie débute son suivi, l'hôpital L'Enval a déjà reçu 1100 mineurs, adolescents et enfants et réalisé plus de 2200 consultations. Ager Banaoussi, victime avec sa fille de l'attentat, a créé l'association Une Voix des enfants pour leur venir en aide. Des enfants qui ont survécu, des fois des blessures très graves, qui ont survécu à leurs parents décédés sous leurs yeux, qui ont échappé de peu au camion et qui ont été traumatisés lourdement psychologiquement. 10 ans après, il y a des choses qui s'améliorent, mais il y a des choses qui se creusent. Le quotidien est encore très lourdement impacté, notamment la scolarité. On est encore avec des enfants qui ont des troubles tels qu'ils font encore des tentatives de suicide. Et ces derniers jours, le centre du psychotraumatisme de l'hôpital des enfants de l'Enval a vu les consultations augmenter. Et après la marche blanche qui s'est déroulée hier, les commémorations de cet attentat de Nice doivent se poursuivre aujourd'hui avec une cérémonie interreligieuse.
Puis demain, en fin de journée, avec une cérémonie mémorielle en présence du président Emmanuel Macron et un spectacle de drone à 22h à l'issue duquel 86 faisceaux bleus seront braqués vers le ciel. Le chef de l'État qui réunit aujourd'hui à Paris un sommet de la coalition des volontaires pour l'Ukraine en présence de Volodymyr Zelensky et quelques 500 soldats des États membres de cette coalition ouvriront la parade militaire demain, celle du 14 juillet, et il y aura notamment des Ukrainiens. Au total, ce sont plus de 6700 hommes et femmes qui vont défiler sur les Champs-Élysées. Un défilé sur terre, mais aussi dans les airs, des avions, des hélicoptères. Cela fait plusieurs semaines qu'il se prépare, un véritable travail de précision. Wilfried de Villers pour Europe 1 a pu assister à la répétition générale au-dessus de Paris. 15h45, la tour de contrôle donne le top départ. Le rugissement des moteurs transperce le ciel parisien. Une vingtaine d'hélicoptères militaires passent presque en rase-motte au-dessus des tours vitrées de la Défense. Vas-y, continue à accélérer, t'es obligé. Voilà, t'es bien, comme ça, continue. Je garde le bail quand je suis. Ouais, tu gardes le bail. Aux commandes d'un Fennec, l'aspirant Corentin ne lâche pas du regard l'hélicoptère de combat juste devant lui et suit les indications du chef de bord pour son premier vol en patrouille au-dessus de Paris. On vole proche du sol, on vole très proche les uns des autres. Coordonner tout ça, ça demande une organisation préalable immense. Une chorégraphie aérienne millimétrée où tout se joue à quelques secondes près. Un respect des timings très précis. On est sur les 3 secondes. C'est ce qui nous permet de voler à autant dans un espace aussi restreint en sécurité. On a quelques turbulences avec les aéronefs qui sont devant nous. Il faut s'adapter et se battre un peu aux commandes pour garder la patrouille. L'hélicoptère survole l'Arc de Triomphe, puis les Champs-Élysées lancés à 150 km/h. Le temps d'apercevoir à peine la tribune présidentielle en contrebas, point de repère central du défilé aérien. Ouais, c'est joli, hein. Ouais. J-1 avant la très attendue demi-finale entre la France et l'Espagne. Oui, depuis le début de la compétition, les Bleus réalisent un parcours parfait, solide, défensivement redoutable grâce à leur quatuor offensif. Ils n'ont encore jamais été menés au score. Des performances qui suscitent l'admiration de tous. Et la presse internationale même est en extase devant nos Bleus, Charles Bouchin. Quelqu'un peut-il arrêter la France ? La question du journal américain The Athletic résume peut-être le mieux l'admiration de la presse internationale pour les Bleus. En Angleterre, The Guardian loue la ténacité des Français, tandis que la presse espagnole met en avant Kylian Mbappé. Auteur de 8 buts, il est décrit par Mundo Deportivo comme un génie, incarnant le style et la perfection de cette équipe. Une équipe de France et ses 3 demi-finales de suite en Coupe du Monde qui inquiètent les journalistes espagnols, à l'image de ce chroniqueur de la radio, El Larguero. La France a un niveau impressionnant. C'est une équipe extrêmement solide. Elle n'a perdu aucun match en Coupe du Monde dans le temps réglementaire depuis les quarts de finale en 2014. Il faut aussi parler de la puissance défensive de cette équipe de France avec Upamecano et Saliba, qui complètent une équipe exceptionnelle avec devant Mbappé à un niveau incroyable. Le journal italien Gazzetta dello Sport se demande alors si l'Espagne peut stopper les Bleus avant de répondre ça n'en a pas l'air. Une demi-finale un 14 juillet, jour de fête nationale, le quotidien allemand le Süddeutsche Zeitung s'empare du symbole et titre la prise d'assaut la plus irrésistible depuis la Bastille. Les Bleus, on espère que ça va passer. Forcément, on les soutient. Eh oui. La météo avec vous, Marie-Léne Hérault. Il fait encore chaud ce lundi avec toujours des vigilances canicules. Oui, Clélie, on a 37 départements en vigilance rouge canicule aujourd'hui, mais 26 demain, donc on va vers le mieux. 47 départements en orange encore aujourd'hui. Seuls les départements de l'Hérault, l'Aude et les Pyrénées-Orientales seront en vert. Alors attention, une vigilance jaune orage sur une diagonale du tiers ouest, depuis la Somme en passant par l'Île-de-France, le Loir-et-Cher jusque dans les Landes, avec des rafales jusqu'à 70 à 80 km/h possible. Partout ailleurs, le soleil dominera toute la journée. On note quand même qu'à l'ouest, il y a des baisses nettes des températures, comme à La Rochelle, on passe de 40 degrés hier à 29 aujourd'hui, ou Cognac, 41 hier à 33 degrés aujourd'hui, donc ça va vers le mieux. Et lundi, on espère 25 à Paris et 29 à Nice. Pour les températures maximales aujourd'hui, 21 à Cherbourg, 27 à Biarritz, 28 à Caen, 29 à La Rochelle, 31 à Nice, 32 à Pau, 33 à Vannes et Beauvais, 34 à Périgueux, 35 à Marseille et dans la capitale, 36 au Mans, 38 à Saint-Étienne, Clermont-Ferrand, Mâcon et Chambéry et 39 à Auxerre encore. Merci beaucoup Marlene et soyez extrêmement prudents forcément par ces fortes chaleurs. La bourse. La chronique bourse avec la Banque Postale, partenaire de la performance des entreprises. Ce lundi matin, la Bourse de Paris évolue avec prudence, les investisseurs étant surtout préoccupés par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient et leurs conséquences sur le marché pétrolier. Alors le CAC 40, après une ouverture en baisse, il est finalement en hausse, plus 0,08% à 8345 points. L'indice a
progressivement effacé une partie de ses pertes et évoluait autour de l'équilibre donc en fin de matinée, légèrement positif selon les dernières cotations. Les valeurs qui montent, Total Energy qui profite directement de la hausse du pétrole et puis Orange, Sanofi, Capgemini et Veolia figurent également parmi les valeurs bien orientées en milieu de séance. C'était la Chronique Bourse avec la Banque Postale. La banque pour avoir un temps d'avance sur la performance de votre entreprise. La Banque Postale, citoyenne. Dans Europe 1 Info, à présent place au débat. Les flammes ravagent la forêt de Fontainebleau depuis hier. C'est la première fois que des moyens aériens sont déployés en Île-de-France pour lutter contre ce feu de forêt. Le gouvernement est mis à rude épreuve. On en parle avec Hélène Rouet et Sébastien Ligné.